je suis Frédérique Bégaud, je suis infirmière de santé au travail et responsable au sein d'Horizon Santé Travail, qui est votre service de santé au travail, d'un groupe qu'on appelle Travail et hygiène de vie, qui comprend donc une partie sur le sommeil, l'alimentation et l'activité physique. Donc, c'est le sujet aujourd'hui de notre webinaire. Et pourquoi ces 3 points? C'est parce qu'en fait, ce sont les piliers d'une bonne santé. Donc, en fait, le sommeil est à privilégier. On ne peut pas dissocier le sommeil, l'alimentation et l'activité physique par rapport à la santé, hein. Le sommeil, c'est à privilégier parce qu'en fait, nous passons quand même un tiers de notre temps à dormir. Et en fait, le sommeil, c'est une fonction physiologique. C'est comme, en fait, boire, manger, donc dormir. Et la qualité du sommeil a un impact réel sur la santé, qui est aussi bien la santé physique que la santé mentale. L'alimentation, elle, en dehors d'une recommandation médicale qui entraînerait des restrictions sur certains aliments, il n'y a aucun aliment tabou. C'est en fait une question d'équilibre, c'est entre nos apports et nos dépenses. Et donc, le but, c'est d'écouter plutôt les sensations alimentaires. Et enfin, l'activité physique, elle est indispensable pour maintenir notre corps en bonne santé. Donc, selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance, ce sont des chiffres de 2025. Donc, en moyenne, on a à peu près pour une nuit 7h04 de sommeil et le week-end 7h38. Bon, ça correspond à un peu plus qu'en 2024. Généralement, les gens se couchent aux alentours de 23h11 en semaine et se lèvent vers 6h30 le matin en semaine. Mais pourtant, il y a un quart des Français qui ne dort que 6 heures ou voire moins de 6 heures en semaine et 43% se plaignent de problèmes de sommeil qui sont soit un problème d'endormissement, soit des réveils nocturnes, soit quand on se lève le matin, on a l'impression que notre nuit ne nous a pas reposé. Donc, à quoi ça sert? C'est ce que je vous disais, hein, c'est une fonction vitale de l'organisme. Le sommeil joue un rôle non seulement de régulateur par rapport à la sécrétion d'hormones, mais aussi réparateur. Donc, il permet d'engranger tout ce qu'on a appris pendant la journée et donc de le mémoriser et permet aussi un rôle dans la concentration. Dans la vigilance et la performance, récupération physique, ça joue un rôle aussi sur l'humeur, mais aussi sur la récupération des muscles et des os chez l'adulte et un renforcement de notre système immunitaire. Donc, c'est un besoin fondamental pour la santé physique et mentale. Quand on dort mal, on est souvent fatigué et aussi on peut être, comme ça joue sur l'humeur, on peut être plus anxieux, avoir un peu plus de stress. Et comment le sommeil peut être bon? C'est parce qu'en fait, il s'appuie sur 3 piliers qui sont la régularité, la durée et la qualité. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais aussi, il y a une part génétique. C'est-à-dire, par exemple, si vos parents se levaient tôt, eh bien, vous avez globalement, vous vous levez tôt. Si la durée du sommeil aussi, elle est dans les gènes, c'est-à-dire que on est soit petit dormeur, soit gros dormeur, et souvent c'est quand même lié au fonctionnement du sommeil chez nos parents. Dans les années 80-90, on pensait que le sommeil, c'était juste réparateur pour le cerveau, c'est-à-dire que le sommeil apportait un bienfait au cerveau qui le transmettait à toutes les cellules du cerveau. On disait donc le sommeil du cerveau au cerveau. Et puis en fait, depuis les années 90-2000, il y a eu de nombreuses études qui ont prouvé qu'en fait le sommeil, c'était non seulement un rôle pour le cerveau, mais aussi pour tous les appareils du corps humain, donc un rôle pour le cœur, le foie, le poumon. C'est comme ça qu'on a dit que le sommeil, si on avait une bonne qualité de sommeil, ça entraînait une bonne santé. Par rapport à la prise de poids, le sommeil est important parce que pendant qu'on dort, il y a une hormone qui est sécrétée qui s'appelle la leptine. Et cette leptine, en fait, elle fait disparaître la sensation de faim. Donc, si vous dormez peu, eh bien, en fait, vous allez avoir plus faim parce que la leptine n'a pas assez sécrété.
Donc, j'ai fait un petit schéma là qui explique comment marche le sommeil. Donc, en fait, le sommeil à la fin de la journée, donc vous avez des signes d'endormissement, c'est-à-dire que vous bâillez, vous avez les yeux qui piquent, les paupières lourdes, etc. C'est le moment d'aller vous coucher dans votre lit. Ensuite, donc cette phase d'endormissement, elle est suivie par un sommeil lent qui devient de plus en plus profond, hein. Au départ, c'est le sommeil lent léger, puis le sommeil lent profond. Donc pendant le sommeil lent, léger et profond, on récupère de toute la fatigue qu'on a accumulée tout au long de la journée et le corps se met au ralenti, c'est-à-dire que la température du corps baisse. Pendant le sommeil lent léger, on peut encore entendre certains bruits extérieurs. Par contre, pendant le sommeil lent profond, on n'entend absolument plus rien des bruits d'extérieur. Et puis après, la troisième partie, c'est le sommeil paradoxal. Donc le sommeil paradoxal, il est important aussi parce que c'est là où l'activité cérébrale elle est intense et en fait, ça permet de stimuler tout ce qui est apprentissage et mémorisation dans le cerveau. Un temps bref dont on ne se souvient pas forcément, hein, qui dure pas plus de 3 minutes, et on repart dans un cycle de sommeil lent, puis lent profond, puis ensuite paradoxal. Et on s'aperçoit, si vous voulez, normalement, un cycle de sommeil, c'est entre 90 et 100 minutes. On a à peu près 4 à 5 cycles par nuit. Et donc, en fait, les 2 premiers cycles, on va avoir plus de sommeil lent, léger et profond. Et puis, on s'aperçoit que tout au long de la fin de nuit, le sommeil paradoxal est plus important. Si vous avez des questions, hein, vous pouvez m'écrire dans le chat et je vous réponds oralement. Donc, en fait, il y a 2 processus pour réguler son sommeil. Le premier, c'est l'horloge biologique. Bon, alors, l'horloge biologique, c'est l'horloge interne. Elle est fixe, hein, quel que soit son rythme. Et en fait, globalement, on a besoin à peu près de 17 heures de temps d'éveillé et donc ce qui entraîne donc 7 heures de sommeil. Alors, bien sûr qu'en fonction des personnes, si vous êtes petit dormeur ou gros dormeur, il y a des personnes qui vont avoir besoin de 15 heures éveillées et puis d'autres d'un peu plus de 17 heures éveillées. Mais ça, en fait, on ne peut pas le changer, si vous voulez. Et en fait, cette horloge interne, elle permet donc le temps d'éveil pendant la journée. Ensuite, il y a un deuxième processus qui intervient, c'est ce qu'on appelle la pression homéostatique ou la pression du sommeil. En fait, c'est comme une batterie, c'est-à-dire que le matin, quand vous vous réveillez, votre batterie, elle est chargée. Et en fait, tout au long de la journée, votre batterie va se décharger jusqu'au premier signe du sommeil. Bien sûr, il y a des facteurs externes hein, qui peuvent survenir. Bon, l'alternance jour-nuit, la régularité des horaires de lever, c'est très important, c'est ce qu'il y a de plus important d'ailleurs. L'alimentation, si on mange un peu trop, si on fait un dîner copieux, la digestion va être plus lente et donc ça peut nous entraîner des insomnies. Puis il y a les contraintes sociales par rapport à son travail ou par rapport à sa vie sociale privée, et puis les habitudes de vie et les activités. Donc, je vous ai dit au début que l'hygiène du sommeil, elle dépendait de 3 points, c'est-à-dire la régularité. Et la régularité, c'est les horaires de lever. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes en vacances ou quand vous êtes en week-end, il ne faudrait pas dépasser de 2 heures l'heure du lever. C'est-à-dire que si vous vous réveillez le matin de la semaine, quand vous travaillez à 6h30, eh bien en fait, normalement, en vacances, il faudrait essayer de ne pas dépasser le réveil à 8h30. Ensuite, il y a la durée. Donc, la durée, elle est satisfaisante à partir du moment où on dort 7 heures de sommeil. Et donc, sur 7 jours, ça fait 49 heures de sommeil par semaine. Il faut faire attention parce que si, par exemple, on a une semaine où on va dormir 5 heures parce que soit vous êtes en voyage, vous êtes décalé par rapport à l'horaire, soit parce que vous avez plusieurs sorties le soir. En fait, si vous dormez moins de 7 heures, donc mettons 5 heures par nuit pendant une semaine, ça équivaut en fait à une nuit blanche.
Et la qualité donc, du sommeil, il faut faire attention donc, à certains points, c'est-à-dire qu'en fait, il faut essayer de supprimer tous les excitants. Les excitants, donc c'est le café, hein, éviter de prendre du café l'après-midi ou en fin de journée. Le tabac, qui est un excitant, l'alcool. Alors là, l'alcool est traite parce que quelquefois, quand on boit 1 ou 2 verres de vin, eh bien finalement, ça casse un peu, donc on s'endort assez facilement. Mais comme c'est un excitant, chez certaines personnes, ça produit des insomnies, c'est-à-dire qu'on est réveillé au milieu de la nuit en raison de l'alcool. Ensuite, il y a la lumière. Donc, il y a des personnes qui sont insensibles à la lumière, mais globalement, si on dort dans une chambre où il y a la lumière du jour ou des lumières liées aux éclairages dans la rue, ça peut être un point qui vous empêche de dormir ou qui réveille la nuit, ainsi que le bruit. Donc, dans la diapo suivante, je vous ai mis l'agenda du sommeil. Cet agenda du sommeil, en fait, il permet, si vous le faites, il permet de visualiser la durée hebdomadaire, le rythme, et aussi c'est un outil pour vous évaluer. Donc, en fait, il permet d'évaluer votre durée de sommeil et votre rythme, et en fait, de voir aussi si la qualité de vos nuits a un impact sur vos jours. Souvent, ça permet de détecter des gens qui sont hyper stressés ou qui sont anxieux, voire dépressifs. Alors, le jet lag, c'est pas. J'avais fait un webinaire que consacré au jet lag et donc là, je suis désolée, mais comme mon webinaire dure 30 minutes, je n'ai pas inclus le jet lag. Le calendrier, je ne l'ai pas encore mis. Et si vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes, normalement, si vous n'avez pas de problème d'insomnie, vous devez vous rendormir assez vite. En fait, le sommeil, ça doit être une routine. Donc, ça, c'est l'agenda du sommeil. Si vous tapez sur Internet « agenda du sommeil », vous retrouvez exactement ce schéma. Le principe, c'est en fait d'écrire à quelle heure vous vous réveillez la nuit et de donner le matin une note à votre nuit et le soir une note à vos journées en mettant des… Voilà. Si par exemple vous mettez 5 sur 10 à votre nuit, mais finalement vous avez passé une bonne journée parce qu'il fait beau, parce que vous n'avez pas eu de contrariété, parce que voilà, tout était plutôt positif et que votre sommeil n'influence pas sur vos journées, à ce moment-là, vous mettrez 15. Voilà, donc le webinaire, il est enregistré, donc vous pourrez retrouver sur notre site. Sinon, vous cherchez sur Internet le sommeil, agenda du sommeil, et vous le retrouverez. Donc, les conséquences du manque de sommeil, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est l'apprentissage et la mémorisation qui sont altérés. Il y a une diminution de la vigilance et des performances avec des risques d'accidents, des risques de fautes graves. Ça joue un rôle donc, sur l'humeur, le stress, mais aussi sur la glycémie. On a la glycémie qui augmente avec des risques de diabète si nos nuits ne sont pas de bonne qualité. Et aussi, ça a une influence sur le risque cardiovasculaire avec l'augmentation du risque d'obésité, donc de prise de poids liée justement à cette leptine qui est mal sécrétée, donc on a plus faim, mais aussi ça peut entraîner des cas d'hypertension. Donc, les besoins, c'est aussi une notion individuelle, hein. Je vous ai parlé de la génétique. Donc, c'est sûr que si vous partagez la vie avec quelqu'un qui est un gros dormeur alors que vous êtes petit dormeur, avec quelqu'un qui est plutôt lève-tôt puis vous êtes couche-tard, il va falloir trouver une harmonie pour que ça ne pose pas de problème. Et en fait, c'est la notion individuelle, c'est comme l'alimentation, les goûts pour l'alimentation, et aussi chacun n'a pas besoin de la même quantité de calories pour se nourrir, hein, c'est en fonction du poids, de la taille, etc. Donc, la durée moyenne, c'est 8 heures, mais normalement, on dit plutôt qu'il faut tabler sur 7 heures. Hein, donc, 8 heures pour les petits dormeurs et pour les gros dormeurs et 6 heures pour pour les petits dormeurs, avec les gros dormeurs qui peuvent monter jusqu'à 9 heures à 10 heures. On a fait une étude et en fait, cette étude, elle prouve qu'il ne faut pas de dormir plus de 10 heures parce que ça joue un rôle sur la santé.
Donc, bien sûr, le sommeil évolue avec l'âge, hein. Si vous avez des enfants, vous êtes aperçu que les bébés plus les enfants dorment plus que les adultes, et les adultes, plus on prend d'âge, plus les nuits sont courtes, jusqu'à arriver au grand âge où, à ce moment-là, les nuits sont rallongées. Donc, il y a l'aspect génétique, voilà. Et en fait, pour savoir si vous avez passé une nuit de qualité, c'est le matin, vous dites: «Bah, tiens, je me sens reposé». Donc là, à ce moment-là, vous pouvez, juger que votre nuit a été correcte, et on conseille de profiter des vacances pour justement, apprécier, vos besoins et vous recaler, sur vos besoins au retour des vacances. Donc dans les problèmes liés au sommeil, il y a la somnolence. Donc, par exemple, la somnolence, c'est, quelqu'un qui a tout le temps besoin de dormir ou qui a souvent besoin de dormir pendant la journée. C'est donc lié à l'insuffisance, de sommeil, mais aussi il y a une pathologie qui s'appelle le syndrome d'apnée du sommeil qui, en fait, peut vous comme vous n'avez pas des nuits de qualité, en fait, ça peut entraîner des instants de somnolence pendant la journée. Vous avez donc les signes de l'endormissement, mais aussi, avec des risques d'accident de la route si vous conduisez, accident du travail ou d'absentéisme, parce qu'à force d'être fatigué et d'avoir tout le temps besoin de dormir, vous êtes vraiment fatigué jusqu'à consulter votre médecin traitant, et donc avec des arrêts. Dans Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, si vous avez la possibilité de faire une courte sieste, une micro-sieste, c'est intéressant, hein. Essayez donc d'appliquer ce que je vous ai dit avec la durée et la qualité, et puis, consultez votre médecin traitant si vous avez, vraiment de gros problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre vous-même. Donc il y a toujours un deuxième test, donc celui-ci aussi, vous pouvez le trouver, sur internet, ça s'appelle l'échelle de somnolence d'Epworth, hein, ça s'écrit EPWORTH, et en fait, cette échelle, elle permet de voir si oui, effectivement, vous avez des signes de somnolence ou non, voilà. Et il existe aussi un test que j'ai mis là, ça s'appelle l'échelle de Horn et Herzberg. C'est dans les années 70 qu'ils ont créé ce test, et donc Horn, ça s'écrit Horne, et Herzberg, Ostberg, et là, en fait, ça va vous permettre d'évaluer si vous êtes plutôt du matin ou du soir. Alors souvent, on nous pose la question en nous disant: «Est-ce que si on dort avant minuit, est-ce que le sommeil, il est plus réparateur?» En fait, c'est pour reprendre le schéma que je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, comme les 2 premiers cycles sont des cycles où il y a, une grosse importance donnée, au sommeil lent, hein, lent léger et lent profond. Donc je vous ai expliqué que c'était le moment où on récupérait de la fatigue physique. Eh bien effectivement, ces 2 premiers cycles sont, plus réparateurs. Et puis ensuite, donc, viennent les cycles, où, il y aura plus de sommeil paradoxal, et donc qui permettront l'apprentissage et la mémorisation. Donc ça, c'est très bien expliqué dans un livre qui s'appelle Réapprenez à dormir. Et il y a aussi le rôle de la lumière du jour, hein, parce qu'en fait, elle agit sur une zone spécifique du cerveau, donc qui régule la mélatonine. Et la mélatonine, donc, elle survient en fin de journée et la nuit. Et cette mélatonine, c'est vraiment le chef d'orchestre de notre horloge biologique. Ensuite, notre corps, pour dormir, la température baisse, et donc en fait, la température minimale thermique, elle est aux alentours de minuit. Et il faut savoir que si le soir, vous vous exposez à la lumière du jour, ça retarde l'endormissement. On s'en aperçoit, par exemple, l'été, quand les jours sont plus longs, finalement, on s'endort plus tard. Donc, je vous ai parlé de l'apnée du sommeil. Alors, l'apnée du sommeil, je vous ai mis un schéma. Dans la première photo, en fait, c'est la personne qui est normale, qui ne ronfle pas et qui ne souffre pas d'apnée du sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, allongé, il y a un espace, hein, qui permet de laisser passer l'air dans la gorge. Le deuxième schéma montre en fait un petit rétrécissement au niveau du pharynx,
Et donc, en fait, à ce moment-là, il y a des vibrations et donc ça entraîne des ronflements. En ce qui concerne l'apnée du sommeil, alors l'apnée du sommeil, ça peut être chez des personnes qui sont en surpoids, mais aussi il y a des personnes qui ont une mâchoire qui peut entraîner donc des apnées du sommeil. Donc à ce moment-là, il faut consulter, voir un orthodontiste et pour essayer de remettre en place cette mâchoire. Et donc là, l'air ne passe pas du tout, hein, donc le pharynx est obstrué. Et donc, ça entraîne donc, des pauses respiratoires qui peuvent, au fil du temps, amener d'autres pathologies et puis surtout, de se rendre compte que le matin, on n'est pas bien réveillé. Enfin, on est réveillé, mais on n'est pas bien reposé. Il y a une autre problématique, ce sont les jambes sans repos. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des personnes alors ça arrive surtout le soir et ça arrive la nuit. Ça peut être très gênant si vous dormez avec quelqu'un parce qu'en fait, ça vous entraîne des sensations désagréables, un petit peu comme des petits fils électriques ou même jusqu'à des crampes. Et en fait, pour résoudre ces sensations désagréables, il faut le mouvement. Donc et en fait, ce mouvement peut entraîner des réveils nocturnes. Voilà, et en fait, c'est des mouvements qui sont répétés tout au long de la nuit. On s'est rendu compte que ça pouvait être lié à une carence en fer, mais aussi ça peut être une histoire familiale. Donc, dans les recommandations de la sieste, alors il y a la sieste qu'on peut pratiquer assez facilement qui s'appelle sieste flash. En fait, on ne s'endort pas vraiment, mais on est assis et on relâche. C'est un petit peu, donc vous mémorisez vous fermez les yeux, vous mémorisez toutes les parties de votre corps. Vous commencez par le visage, ensuite les membres supérieurs et les membres inférieurs. Et en fait, ça permet, si vous voulez, de se recharger et un peu de se déconnecter soit de son travail, soit de mauvaises idées. Et non, alors c'est vraiment l'heure de réveil qui est important, hein. Donc les cycles, ils existent automatiquement, mais c'est l'heure de réveil qui est important. Voilà, donc ça permet en fait de se reposer. Ça dure très peu de temps, hein, inférieur à 5 minutes. Ensuite, il y a la sieste qu'on appelle énergisante, hein, ou micro-sieste. En fait, là, ça dure de 10 à 20 minutes. Donc, vous allez vous mettre dans la même position et vous allez tenir un objet, soit un trousseau de clés, soit quelque chose qui risque de faire du bruit si vous vous endormez vraiment, et où vous mettez à ce moment-là votre réveil. Cette sieste, elle dure 10 à 20 minutes. Elle permet aussi donc aux muscles de se détendre, on se relâche et ça permet après d'être mieux concentré. Alors, il y a la sieste caféinée qu'on peut faire quand on est en voiture et qu'on roule longtemps. Vous voyez les signes du sommeil, vous vous arrêtez et vous prenez un café et ensuite le café agira après votre réveil. Et celle-ci, elle dure 15 à 30 minutes. Et puis, il y a la sieste qu'on fait le week-end qui dure 1 heure, 1 heure 30. Donc, moi, je ne vous conseille pas de faire des siestes plus longues que 1 heure, 1 heure 30 parce qu'en fait, ça peut retarder votre phase d'endormissement. Et comme vous allez être éveillé à la même heure, ça raccourcit la durée de votre nuit. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a le rôle des écrans, hein, qui peut entraîner un endormissement tardif, dans le sens où la lumière bleue des écrans empêche la mélatonine de sécréter et donc on a des difficultés à se mettre au lit, on a une augmentation du temps d'endormissement, ça augmente les troubles du sommeil. Et ensuite, du coup, le week-end, on a plus besoin de récupérer. Et souvent, il y a le rôle de la lumière bleue, mais il y a aussi le rôle, si par exemple, on regarde une série Netflix ou autre, bien, on a un peu tendance à regarder la deuxième série, la troisième série, et donc ne pas penser à son endormissement. Et puis, ça peut être aussi source de mauvaises idées pour s'endormir. Donc, dans les conseils, donc, supprimer tous les excitants, ne pas pratiquer d'activité physique. Alors, vous allez me dire, on nous dit de pratiquer une activité physique, mais normalement, pas la pratiquer après 20 heures parce qu'en fait, ça fait augmenter la température du corps. Et donc, il va falloir un certain temps pour que la température du corps redescende
de façon à provoquer l'endormissement. Donc, évitez les repas trop copieux, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tous les jeux électroniques, l'ordinateur, l'utilisation de portable. Ça, c'est par rapport à la lumière bleue. Et puis, en fait, il y a un médecin qui est neuropsychiatre, qui est spécialiste du sommeil, qui s'appelle le docteur Marie-Françoise Becchiarini. Et elle dit, en fait, avant le sommeil, il faut se créer un sas de décompression et donc se couper des activités de la journée et mettre une distance avec tout ce qui a été négatif de la journée. Je trouve que c'est assez parlant. Donc, de ce fait, favoriser la lecture. Vous pouvez prendre une tisane, vous pouvez faire aussi des exercices de relaxation. Dormir donc au calme. Écoutez vos signaux de sommeil. C'est quand vous êtes devant une série ou devant un bon film, c'est vrai que vous allez lutter contre le sommeil pour pouvoir voir la fin. Mais ça va entraîner un retard de votre endormissement. Et puis aussi, donc, trouvez votre propre rythme du sommeil. Ce n'est pas parce que votre voisin dort 9 heures que vous, en dormant 7 heures, vous allez passer des mauvaises nuits. Préparez votre chambre. Il faut que la chambre, elle soit, donc il y ait le silence, l'obscurité, avec une température inférieure à 18-20 degrés, une bonne literie. Normalement, la chambre, elle doit être faite pour la vie privée et pour dormir, et pas pour d'autres activités. Et donc, levez-vous régulièrement à la même heure. Alors, il y a la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un exercice qui sert pour faire diminuer le stress et qu'on peut utiliser si on a des difficultés à l'endormissement ou même si la nuit, on a un réveil nocturne et puis en fait, qu'on n'arrive pas à se rendormir. Alors, normalement, c'est à pratiquer 3 fois par jour. Il faut faire 6 respirations par minute et en fait, ça dure à peu près 5 minutes. Et en fait, c'est une technique qui permet d'harmoniser le rythme cardiaque, c'est-à-dire que le temps, quand on respire, on inspire et puis après on expire. Et donc, ce temps est le même, ce qui n'est pas forcément le cas tout au long. Et en fait, ça permet d'apaiser, de calmer. Et je trouve que c'est un bon moyen quand on a un problème d'endormissement ou quand on est réveillé la nuit, parce qu'en fait, on a l'esprit qui se focalise sur la respiration et de ce fait, on oublie les problèmes qu'on a pu avoir. Il y a une application moi, que je recommande lorsque j'ai des entretiens infirmiers. Ça s'appelle Respire Relax. C'est une application gratuite et en fait, c'est un système. Alors, il y a de la musique si vous voulez, mais qui est une musique un peu déstressante. C'est une bille qui monte. Donc, lorsque la bille monte, vous devez inspirer et quand la bille descend, vous devez expirer. Et en fait, ça permet de réguler la respiration et ça joue sur le cœur, mais ça joue aussi dans la tête, ça joue aussi sur le vieillissement, sur le cortisol qui est l'hormone du stress. Enfin bon, ça vient du yoga et de la méditation, mais je vous le recommande parce que c'est plutôt positif. Donc là, un petit peu de lecture, si vous êtes intéressé, il y a des livres qui sont très bien écrits. Il y a aussi le site internet de l'Institut national de vigilance et sommeil, ainsi que le réseau Morphée. Ce sont 2 sites qui publient toutes les nouvelles études par rapport au sommeil et qui sont actualisées et qui sont de très bons conseils. Il y a aussi pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, une application qui est gratuite et que je vous conseille de télécharger. Ça s'appelle Canopé. Et en fait, vous verrez, c'est l'IA qui intervient, mais on vous pose plein de questions et ça vous permet de mieux comprendre votre sommeil, comment vous fonctionnez, etc. Alors, le week-end, on peut récupérer, mais à condition de ne pas dépasser les 2 heures de lever. Et puis, vous pouvez faire une petite sieste, mais la sieste ne récupère que 50% d'une mauvaise nuit ou d'une nuit courte. Alors, nous allons passer maintenant à l'alimentation, qui est le 2e pilier pour être en bonne santé. Alors, l'alimentation, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'aliments tabous. Et donc, on joue plutôt sur l'alimentation intuitive. En fait, quand on regarde ce que dans le monde entier, les populations ont comme plats traditionnels, ce sont toujours des plats plus ou moins équilibrés avec protéines, fibres, glucides, matières grasses, etc. Et en fait, pour s'alimenter, c'est un besoin intuitif.
Et donc, ce que je vous disais, ben, chaque individu, selon ses coutumes, sa culture, etc., s'approprie ce besoin-là. Bon, quand même, en France, actuellement, il y a 15 millions de personnes qui sont en surpoids et 8 millions de personnes qui sont obèses. Donc, quand on parle aliments tabous, souvent, là, en ce moment, il y a une grande mode sur le fait de supprimer le sucre. Or, le sucre, il est nécessaire à notre corps. C'est-à-dire, si vous faites un régime où vous supprimez le corps, le sucre, vous allez vous rendre compte que vous avez moins d'entrain, que vous avez moins d'énergie, que vous êtes plus fatigué. Donc, on a besoin à peu près, selon l'OMS, de 25 grammes de sucre. C'est l'équivalent de 3 à 4 morceaux de sucre selon la taille, pour ajouter dans votre café vos yaourts, fromage blanc, etc., vos fruits. Mais ça, c'est un vrai besoin. Par contre, le sucre, il est calorique. 1 gramme de sucre, c'est 4 calories. Donc, on peut monter très vite. En plus, il est caché. Les industriels sont très forts parce que dans les plats cuisinés industriels, en fait, ils mettent du sucre pour appeler le sucre. Donc, attention à tout ce qui est sucre caché, parce que donc, le sucre, il est responsable de surpoids, puis d'une pathologie qui s'appelle le diabète. Donc, dans les conseils, évaluez à peu près votre quantité de sucre ajouté et diminuez, soit dans votre café, soit dans vos produits laitiers, soit dans votre thé. Et par rapport, donc il existe 2 sortes de sucre. Le sucre simple, c'est le sucre en morceaux, le sucre en poudre, etc. Et il y a les sucres complexes qu'on peut trouver dans le pain, les pâtes, le riz. Ensuite, souvent, on vous dit, voilà, attention aux matières grasses, manger trop gras, c'est très mauvais pour la santé, mais on a quand même besoin de matières grasses parce qu'en fait, ça permet aussi l'énergie et le transport des vitamines liposolubles. Et aussi, ça permet un rôle de messager au niveau des cellules cérébrales. Donc, ne vous en privez pas, mais par contre, pas d'abus, parce que c'est pareil, les matières grasses sont caloriques, entraînent des surpoids et des risques de maladies cardiovasculaires. Donc ça, je vous parle si vous n'avez pas du tout de pathologie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas diabétique et où le médecin vous aurait conseillé de diminuer fortement votre quantité de sucre ou de diminuer fortement la quantité de matières grasses. Donc, l'équivalent à peu près par jour, c'est 10-20 grammes de beurre. On n'est pas obligé de manger du beurre, mais par contre, c'est une des sources de la vitamine A. Et normalement, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile par jour. Donc, attention toujours, c'est comme le sucre, à tout ce qui peut être des matières grasses cachées dans les viennoiseries, la charcuterie, le fromage et aussi les plats cuisinés industriels transformés. Donc, dans les matières grasses, on peut privilégier tout ce qui est oméga 3, oméga 6. Les protéines, elles sont extrêmement importantes parce qu'en fait, elles permettent à l'entretien de la masse musculaire. Quand on vieillit, on a un peu tendance à diminuer sa quantité de protéines. Or, c'est pour ça que les muscles fondent chez les personnes âgées. Or, on en a vraiment besoin pour entretenir sa masse musculaire. Et puis aussi, ça permet de l'énergie et en plus, elles sont rassasiantes, donc on a tout de suite moins faim. Attention donc toujours au régime, notamment le régime hyperprotéiné qui a été très en vogue il y a 15 à 20 ans et qui était ce qu'on appelait le régime Dukan et qui a pu entraîner des problèmes rénaux parce qu'en fait, si on ne mange que des protéines, ça peut faire monter votre taux d'urée dans le sang et entraîner certaines pathologies cardiaques, dont des AVC. Donc, les protéines, si vous mangez de la viande, vous les trouvez dans la viande, en privilégiant plutôt les viandes blanches. Sinon, dans le poisson, dans les œufs et aussi dans les céréales, dans les légumineuses. C'est bien d'associer les légumineuses avec du riz ou avec des pâtes parce qu'en fait, les protéines sont mieux absorbées. Et puis, dans les produits laitiers. Le sel, il est important aussi, il est souvent critiqué. Alors, c'est vrai que l'OMS préconise pas plus de 5 grammes de 5 grammes de sel par jour, ce qui est équivalent d'un petit sachet qu'on peut vous donner quand vous prenez un plat chez un traiteur et qu'on vous donne un petit sachet de sel. Mais par contre, c'est important parce qu'il joue un rôle dans la régulation de l'eau dans l'organisme et dans la pression et le volume sanguin. Bon, par contre, en excès, il peut entraîner des pathologies cardiaques, notamment une hypertension. Donc, dans les conseils, évitez de saler l'eau, goûtez plutôt les plats avant de ressaler.
si vous êtes très sel, évitez de mettre le sel sur la table, comme ça vous ne serez pas tenté. Et puis, privilégiez tout ce qui est herbes aromatiques, épices. Et donc, limiter tout ce qui est biscuits d'apéritif, plats cuisinés transformés, parce qu'il y a du sucre, du sel et des matières grasses, et donc la charcuterie qui est assez salée. Donc, ça, ce sont les aliments qui sont quand même indispensables à notre corps. Donc, vous voyez, ils ne sont pas tabous si vous n'avez pas de pathologie. Et en fait, notre corps, il régule sur une dizaine de jours. En fait, on a nos besoins pour notre corps. Et en fait, le corps joue un rôle dans l'équilibre entre ce que vous leur apportez et ce que vous dépensez. Donc, en fait, ça marche de cette façon. Votre corps a besoin de quelque chose, hein, et donc, pour vous exprimer qu'il a besoin de quelque chose, il y a un signal qui est la faim. Quand vous allez commencer à manger, au bout de quelques bouchées, vous allez avoir un sentiment de satiété. Par contre, vous avez toujours envie de manger jusqu'au rassasiement. Ça, c'est très important de repérer chez vous les signaux de la faim. Alors souvent, quelquefois, quand on travaille, on a les signaux de la faim et puis, comme on est occupé par son travail, on laisse passer le signal de la faim et puis on mange beaucoup plus tard. Voilà. Mais donc, la sensation de vide, de creux dans l'estomac, on peut être énervé, on peut être fatigué, on peut avoir des difficultés à se concentrer, on peut avoir des gargouillements, des crampes, etc. Ça, c'est le signal de la faim. Et donc, normalement, le signal de la faim, hein, il faut bien l'étudier parce que ça n'a rien à voir avec les envies de manger. Ça entraîne le fait que vous allez vous mettre à table pour manger. Et donc, la satiété, ce que je vous disais, c'est l'arrêt de la sensation de faim, hein, au bout de quelques bouchées. Et puis, le rassasiement, c'est la fin de l'envie de manger. En fait, c'est la fin du désir de manger. Donc ça, c'est à retenir parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on est capable de faire attention à ses sensations alimentaires avec la faim, la satiété et le rassasiement, à ce moment-là, vous verrez, on mange beaucoup moins que si on mange à toute allure en 5 minutes devant son ordinateur ou devant la télévision. Donc, en fait, je vous ai expliqué un petit peu comment ça marchait les régimes. Alors, donc, vous prenez du poids. Normalement, on devrait garder à l'âge adulte le même poids qu'on fait à l'âge de 20 ans. Mais quelquefois, on fait des excès et en fait, donc, on apporte un trop-plein de calories et ces calories, elles sont stockées dans ce qu'on appelle les adipocites, qui sont des cellules graisseuses, comme des entrepôts. Et puis, si vous continuez à manger plus que votre corps vous réclame, à ce moment-là, les cellules, elles vont grossir. Donc, elles s'hypertrophient jusqu'au moment où elles ne peuvent plus grossir et donc il va se créer un deuxième entrepôt. C'est un peu comme si vous déménagez, vous ne pouvez pas, ou si vous avez trop de meubles chez vous, vous louez un entrepôt, vous mettez, ou dans, par exemple, une cave, hein, vous mettez au truc, et puis à un moment où il n'y a plus de place, et vous êtes obligé de prendre un deuxième espace pour emmagasiner vos affaires. Donc, malheureusement, en fait, si vous voulez, plus on a d'adipocytes, plus on les garde. Ces adipocytes, ils grossissent, mais par contre, ils ne disparaissent pas. Ce qui explique la prise de poids tout au long de la vie si on n'est pas très attentif à ses sensations alimentaires. Et donc, en fait, de ce fait, on garde le poids de ces adipocytes. Donc, attention donc, à tout ce qu'on appelle accumulation de graisse dans les cellules du foie. C'est souvent lié à un excès de sucre, souvent les sucres cachés qu'on retrouve dans les sodas, mais aussi dans tout ce qui est viennoiserie, etc. Et parce que ça peut déclencher une maladie qu'on appelle stéatose hépatique, qui est ce qu'on appelle plus communément le foie gras. Donc, dans cette diapo, c'est pour vous expliquer en fait comment fonctionnent les régimes. Les régimes, il faut savoir que 90% des personnes qui suivent un régime reprennent 10 à 15% de leur poids au bout d'un certain nombre de temps. Bien sûr que vous allez vous mettre au régime, vous allez vous restreindre dans les aliments, automatiquement, vous allez perdre du poids. Mais il y a un moment où vous ne pourrez plus supporter d'être privé de tel ou tel aliment, donc vous allez remanger et de ce fait, souvent, on reprend non seulement le poids qu'on a perdu, mais 10% en plus. Donc,
Il n'y a aucun régime qui marche actuellement sur le long terme, hein. Si ça existait, ça se saurait. Et en fait, bon, pour preuve, il y a le plan national nutrition et santé de 2001-2005 qui a envoyé un certain nombre de messages que vous connaissez, hein, c'est manger, bouger, diminuer le sucre, manger 5 fruits et légumes par jour, diminuer le sel, diminuer les matières grasses. Ça date de 2001-2005, n'empêche qu'actuellement, on a une population en France de personnes qui sont en surpoids et de personnes qui sont obèses. Donc, en fait, tous ces messages n'ont pas fonctionné. Alors, je vous ai mis un exemple par rapport à l'apport calorique. Par exemple, dans les régimes, bon, bah, le steak frites, il est souvent banni. Si vous mangez 100 grammes de steak frites, en fait, ça a le même apport calorique, c'est-à-dire 312 calories, qu'un cabillaud vapeur avec du riz basmati pour une assiette de 200 grammes. J'en ai pour un petit quart d'heure. Donc voilà, en fait, c'est une question d'équilibre. Donc, ces régimes, ça entraîne des restrictions cognitives, c'est-à-dire qu'en fait, dans votre tête, vous avez intégré que vous avez les bons aliments et les mauvais aliments. Et donc, quelquefois, l'après-midi ou dans la journée, on a des émotions. Et ces émotions, elles peuvent déclencher des envies de manger. C'est-à-dire, soit vous avez une bonne nouvelle, soit vous avez une mauvaise nouvelle, et ça vous entraîne donc une envie de manger. Ce n'est pas forcément la sensation de faim, mais l'envie de manger. Mais vous avez envie de manger, bien sûr, de tout ce qui est interdit. Donc, je vous ai mis un petit schéma. Vous allez commencer par la pomme, et puis ça ne va pas vous suffire. Vous allez après manger une petite tranche de pain parce que ça fait encore partie des aliments simples. Finalement, vous allez craquer pour un petit biscuit chocolaté. Et puis finalement, vous allez venir au chocolat dont vous aviez envie. Et finalement, bon, vous ingurgitez un certain nombre de calories, hein, soit 211 calories, qui est en fait l'équivalent de 5 carrés et demi de chocolat. Vous auriez pris qu'un carré de chocolat en le dégustant, en faisant attention à vos sensations alimentaires. Vous en auriez peut-être pris 2, mais certainement pas 5,5. Donc, en fait, cette restriction cognitive liée au régime, ça vous entraîne une mauvaise estime de vous. C'est-à-dire qu'en fait, cette envie de manger, elle va déclencher des compulsions parce que dans votre tête, vous dites surtout je ne craque pas pour le chocolat ou pour le bonbon qui traîne. Et donc, un sentiment de culpabilité, vous allez vous dire je suis nulle, qu'est-ce que j'ai fait, je ne suis pas capable de tenir un régime, etc. Et donc, une mauvaise estime de soi. C'est pour ça qu'il faut revenir à l'alimentation intuitive en pensant aux sensations alimentaires. Alors, l'alimentation intuitive, le schéma que je vous ai mis, il a été fait par un docteur en nutrition qui est canadienne, elle s'appelle Karine Gravel. Quand elle met le premier réflexe de l'alimentation intuitive, c'est rejeter la culture des diètes. Au Canada, les diètes, ce sont les régimes. Donc, rejeter les régimes, honorer la faim, faire la paix avec les aliments. Il n'existe pas de mauvais ou de bons aliments. Cesser de les catégoriser et donc redécouvrir le plaisir de manger. Il faut que faut que manger soit une fête, que ça soit convivial, que vous fassiez attention à votre sensation de rassasiement, que vous pensiez aux émotions avec bienveillance. Cela permet de respecter votre corps, de ressentir les bienfaits de l'activité physique, dont je vais vous parler tout de suite, et d'honorer sa santé et ses papilles gustatives. Il faut vraiment ne plus manger, mais déguster. Donc, les conseils, quand on dit qu'on manque de temps pour cuisiner, c'est mieux de cuisiner et d'apporter, entre guillemets, sa gamelle sur le lieu de repas que d'acheter des plats tout prêts qui sont multi-transformés. Donc, cuisiner, bon, ça ne prend pas forcément de temps si on prévoit, par exemple, dans le week-end, de cuisiner pendant 1 heure plusieurs plats qu'on étale sur la semaine avec certains qu'on met au frais et d'autres au congélateur. Ne pas penser à l'image que vous renvoie la balance, hein, c'est recentrer plutôt sur votre image corporelle en faisant plaisir. Donc, les sensations de faim, rassasiement, donc c'est les 2 indicateurs les plus fiables et qui sont en plus gratuits, qui ne vont pas vous coûter 1 centime. Il y avait à une époque un docteur aux États-Unis qui s'appelait Dr Horace Fletcher. Il avait créé, lui, une sorte de régime. Alors, en fait, c'était basé sur la mastication et sur le fait de manger lent. Et en fait, il disait, on ne prend la deuxième bouchée que quand on mastique jusqu'à avoir du liquide dans la bouche. Bon, c'est excessif, mais ça prouve quand même qu'il faut manger lentement et mastiquer.
Faire une pause au milieu du repas pour vous dire: «Tiens, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis à la satiété ou à rassasiement?» Vraiment pour vous interroger sur vos sensations et donc garder la convivialité et essayer donc de rétablir, le plaisir épicurien qui est donc les sensations sensorielles et gustatives. Donc en résumé, écoutez les sensations alimentaires, c'est vraiment votre allié. Vous mangez avec plaisir. L'attention, vous faites attention par rapport, à la mastication, à la lenteur et cetera et donc en toute sécurité parce que vous savez ce que vous mangez. Si vous le dégustez, si vous le mangez lentement, à ce moment-là, vous n'en mangerez pas plus que ce dont vous avez besoin. Bon, je vous ai mis un petit alors dans le livre de Thierry Marx et Docteur Alexandra Dalu qui s'appelle «L'assiette santé», ils ont écrit un petit texte qui vient de l'école de médecine de Salerne, qui est écrit au Moyen Âge et qui disait déjà que c'est la dose qui fait le poison. Alors, le troisième pilier, c'est le bienfait de l'activité physique. En fait, l'activité physique, si on ne pratique pas d'activité physique, cela entraîne le vieillissement, cela peut aggraver certaines douleurs, notamment les douleurs de rachis, mais ça peut entraîner aussi des maladies cardiovasculaires, comme l'hypertension, et cela permet aussi de prévenir le diabète. Et en plus, c'est bon pour la santé mentale. Donc, on dit chez des personnes qui n'aiment pas pratiquer de sport ou pas pratiquer d'activité physique, on dit oui, mais j'ai pas le temps. En fait, on a toujours le temps d'inclure l'activité physique dans la journée. À ce moment-là, vous descendez à une station de métro, vous marchez, vous montez les escaliers du métro plutôt que l'escalateur, vous prenez les escaliers dans votre bureau plutôt que de prendre l'ascenseur. Mais vous pouvez chez vous pratiquer des tâches ménagères en passant à l'aspirateur ou si vous avez la chance d'avoir un jardin, jardiner. Donc, en fait, il faut vous motiver pour pratiquer. Si vous ne voulez pas pratiquer seul parce que vous savez que vous allez être démotivé, pratiquez en groupe. Il y a forcément quelque chose qui va vous plaire. Alors, peut-être qu'au début, vous allez vous dire: «J'aime pas marcher» ou «J'aime pas» ou «J'ai mal aux genoux quand je marche». Mais finalement, vous allez vous apercevoir que c'est un rituel, une routine et donc ça qui s'applique à chacun à son rythme, on n'est pas obligé de faire des marathons, tout le temps. Et donc ça entraîne une motivation, et voilà et surtout pratiquer quelque chose qui vous plaît. Alors je vous ai fait un petit, truc sur la sédentarité parce qu'en fait, on est de plus en plus sédentaire et surtout quand on travaille, dans un bureau devant son ordinateur. Bon, globalement, quand on est assis à peu près 7 heures par jour, il faut rajouter les heures où on est allongé, pour dormir et donc en fait, on passe 2/3 de notre temps en étant inactif. Si vous êtes très sportif, vous allez pratiquer, votre sport soit en fin de journée, soit le week-end, mais ça n'empêche que pendant 7 heures, vous êtes resté assis. Et la sédentarité, elle entraîne plein de pathologies. Au moment où on a été confinés, il y a eu un accroissement de problèmes de phlébite parce qu'en fait, les personnes se levaient, s'asseyaient derrière leur ordinateur, se levaient pour aller se faire à manger, se rasseyaient pour manger, se rasseyaient pour, se levaient pour débarrasser, se rasseyaient pour, retravaillaient quelquefois fort tard et donc en fait, on était tout le temps assis, ce qui, n'était pas du tout bon pour, la circulation veineuse. Notre corps, il n'est pas fait pour être assis tout le temps, il est fait pour bouger. Alors, on a trouvé une solution où on a alterné la position debout et la position assise avec les bureaux qui montent, mais aussi c'est le mouvement. Donc, en fait, dans les conseils qu'on peut vous donner, c'est il faut vous lever toutes les heures quand vous êtes devant votre ordinateur et faire au moins 20 pas de façon à couper cette sédentarité et en plus, quand on va se rasseoir, on fait attention à sa posture face à l'écran, ce qui permet de rester droit et de ne pas être avachi. Donc tout ce que je viens de vous expliquer, c'est vraiment toute une question d'équilibre. En priorité, il faut savoir se faire plaisir, parce que si vous ne vous faites pas plaisir, ça ne marchera pas. Éviter les excès et savoir corriger le tir. Par exemple, vous avez une émotion dans l'après-midi, ça vous déclenche une envie de manger, vous mangez vos 2 carrés de chocolat et après, le repas suivant, vous faites attention à votre sensation de faim et à votre sensation de rassasiement et souvent, vous allez manger moins parce que vous êtes accordé un petit plaisir avec, cet aliment pour calmer, vos émotions. Donc, pratiquez l'activité physique régulière, vous pouvez marcher,
Vous n'êtes pas obligé de courir, voilà, il faut faire progressif. Vous pouvez pratiquer, de la gymnastique. Bon, maintenant, il y a quand même pas mal de vidéos sur internet où vous pouvez pratiquer la gymnastique tout seul. Donc, si vous êtes vraiment très sédentaire, bah, pensez à diminuer vos apports caloriques. Il faut bien sûr apprendre à se connaître, hein. C'est pas parce que, votre, voisin, mange de telle façon que vous, ça va vous convenir. Il faut vraiment être à l'écoute de votre corps et surtout prendre soin de votre sommeil avec la durée, la qualité et la quantité.